pour mettre en place le pouvoir totalitaire, on va utiliser le harcèlement. Ça nécessite le concours de différents profils psychologiques, notamment les fameux pervers qui, en contexte totalitaire, vont être totalement autorisés à agir et à assouvir leurs différentes pulsions de contrôle, de domination, de sadisme et de cruauté. Je crois qu'il est totalement illusoire de se croire à l'abri parce qu'on a été le bon élève. Et même, on en a quand même différents exemples, ceux qui ont été les plus loyaux envers ce système totalitaire finissent aussi par être désignés comme ennemis. Alors, bonjour Ariane Biran, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes normalienne, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, vous êtes aussi consultante, conférencière et auteur de plusieurs ouvrages. Vous avez entre autres beaucoup étudié la psychopathologie du pouvoir, le pouvoir sur soi, mais aussi le pouvoir sur autrui, et notamment la façon dont le pouvoir peut s'exercer de façon déviante à travers la manipulation, l'emprise et le harcèlement. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est celui de la crise sanitaire, un sujet auquel vous avez consacré plusieurs articles ces derniers mois, notamment à travers une série intitulée « Chronique du totalitarisme » publiée dans le magazine L'Antipresse et sur votre site. Alors, pour commencer, une question assez générale. Que dit cette crise de notre société selon vous? Quelles sont les limites qu'elle met en exergue? Est-ce qu'elle est l'expression d'une crise peut-être plus profonde, une crise du monde moderne? Oui, merci pour votre invitation. Alors, une crise, je pense que c'est le bon terme parce que, bon, en grec ancien, krisis, ça veut dire le moment du discernement. C'est d'ailleurs lié à la capacité de juger, donc de discerner dans une situation ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est bien, ce qui est mal. Et je pense que effectivement, nous sommes au moment d'une crise où, d'un côté, il est très difficile de discerner parce que nous sommes pris dans d'une montagne de mensonges mêlés à quelques vérités. Et de l'autre côté, en même temps, il devient assez évident de discerner un problème majeur de fond qui était là depuis de nombreuses années et qui concerne l'ensemble du champ de la société. Alors, je vais essayer de m'exprimer un petit peu sur ça. Je pense que le premier problème majeur de fond, c'est qu'est-ce que nous considérons comme l'humanité? Qu'est-ce que c'est que l'humanité? Est-ce que l'humanité, l'existence humaine, c'est une existence de repli, de peur, de méfiance des autres, qui est conditionnée à un rejet de la maladie, puis du malade, pour une existence de zéro risque? Ça, c'est première question. Ensuite, il y a une deuxième question qui est celle du contrôle. Est-ce que nous souhaitons une société de contrôle qui abrase absolument toutes nos libertés, ou est-ce que nous souhaitons un autre type de société dans des valeurs plus traditionnelles, où l'être humain se caractérise comme un être libre? Alors, la liberté, c'est une notion complexe. Ce n'est pas faire tout ce qu'on veut quand on veut, parce qu'il faut des règles pour vivre ensemble, mais c'est tout de même avoir une capacité libre de penser, de s'exprimer, de se mouvoir, dans la mesure où effectivement nous ne sommes pas en train d'enfreindre des interdits fondamentaux de transgression, de meurtre, etc. C'était une deuxième question. La troisième question, c'est la question, celle des inégalités. C'est-à-dire qu'à un moment donné où on est dans une société complètement dichotomique qui d'un côté hurle à la lutte contre les discriminations, à la préservation de la liberté d'expression, se souvient bien de « je suis Charlie », etc. Et puis d'un autre côté, manie exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'année 2020, je pense que ce qui la caractérise dans la violence de ce qu'elle a pu être, c'est l'augmentation cruciale des inégalités, entraînant pour une très grande partie du monde
la chute de millions, de dizaines de millions de personnes dans la pauvreté extrême. Et ce point-là me paraît fondamental parce que comment peut-on se préoccuper de la santé des gens si on les fait se basculer dans de la pauvreté extrême? Voilà déjà, je pense, quelques directions de réflexion que nous pourrions avoir. Alors bien sûr, ça concerne l'exercice du pouvoir. C'est pour ça que dès avril 2020, j'ai écrit un article qui s'appelait Totalitarisme sanitaire, c'est pour ton bien le mal radical. Alors c'était un gros mot, c'est un gros mot, la question du totalitarisme, alors qui commence un tout petit peu plus à être accepté. Mais qu'est-ce que c'est que le totalitarisme? C'est le fait de viser la domination totale sur les individus, c'est-à-dire pas seulement sur une partie de leur existence, mais sur la totalité de leur existence, que ce soit les relations qu'ils nouent avec les autres, dans leur classe sociale, dans leur travail, dans leurs loisirs, que ce soit ce qu'ils ont le droit de faire, mais surtout ce qu'ils ont le droit de penser et jusqu'à leur intimité la plus profonde. Et je pense que nous sommes là face à une déviance mondiale du pouvoir. Alors, qui, parce que c'est toute la question, je pense que nous avons affaire à des très, 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 très grands riches qui n'ont pas, du fait de leur position, du tout la même vision du monde que nous pouvons, nous, gens moyens, ordinaires, avoir. Et n'ont pas les mêmes ambitions et n'ont pas les mêmes intérêts. Donc, c'est une guerre des riches contre les pauvres, mais pas des riches, on va dire, traditionnels, mais vraiment d'une classe de très, 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 très riches qui euh, s'orchestre autour d'une idéologie et dont un des versants, mais ce n'est pas le seul, est sanitaire, c'est-à-dire le zéro risque, l'éradication de la maladie, etc. Mais en réalité, tout ceci est un prétexte pour exercer un certain type de domination sur l'humanité, peut-être avec une ambition sans égale, sans égale à la fois du point de vue euh, de- du pouvoir total qu'on veut exercer sur les êtres, mais également dans l'expansion spatiale. C'est déjà comme ça que j'essaierai de cerner un peu le problème. Alors, vous parliez du totalitarisme. Je crois que dans un de vos articles, en fait, vous faites bien la distinction justement entre totalitarisme d'une part et dictature ou tyrannie d'autre part. Vous dites qu'en fait, le totalitarisme, c'est une dérive mentale collective, une folie qui présente l'apparence de la raison et du discours argumenté. Alors, en quoi finalement sommes-nous entrés dans cette logique totalitaire selon vous? Quels en sont les marqueurs en fait qu'on peut identifier? Comment elle se traduit? Comment elle opère? Quels en sont les ressorts? Alors, ça, c'est très important parce que donc, on va essayer de prendre des notions de philosophie politique et je vais amener des explications psychologiques, plus exactement de psychopathologie. Alors, ça, c'est aussi un gros mot, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'étude des ressources et des processus psychiques qui se mettent en œuvre, que ce soit au niveau de l'individu ou des collectifs. La dictature, traditionnellement, c'est les pleins pouvoirs à une seule personne, par exemple à César, et c'est limité dans le temps. C'est-à-dire qu'il doit à un moment donné restituer les pleins pouvoirs. Donc en clair, il y a un danger qui menace la nation. Donc on va donner les pleins pouvoirs pour faire face à ce danger. Et ensuite, la personne, au bout de 6 mois, doit restituer les pleins pouvoirs. On voit bien qu'on n'est pas du tout là-dedans et qu'on est davantage, que ce soit dans le projet qui est la domination totale sur les individus, mais aussi la structure, c'est-à-dire quelle est la structure de ce nouveau pouvoir qui nous est proposé. C'est un pouvoir qui fait participer toute la société civile autour d'une idéologie. Ça, c'est très important parce que c'est là qu'on va rentrer dans la question de la maladie mentale. L'idéologie, c'est une croyance mensongère qui s'orchestre autour d'une narration qui ne correspond pas à la réalité de l'expérience. Et plus on va avancer dans le fait totalitaire, plus cette idéologie va s'éloigner encore plus
de la réalité de l'expérience, il va exiger que les gens adhèrent à cette idéologie jusqu'à non seulement nier la réalité de l'expérience, mais faire en sorte que la réalité de l'expérience corresponde à l'idéologie. En clair, si on a désigné une certaine catégorie de population comme paria, on va faire en sorte que cette catégorie de population devienne réellement paria et dangereuse sur un plan d'hygiène ou sur un plan économique ou voilà, sur ce dont ce qu'on a défini pour les autres. C'est-à-dire que l'idéologie ne va pas se plier à la réalité. Normalement, la réalité, c'est ce qu'on ne peut pas modifier. C'est même étymologiquement ce contre quoi on se cogne. C'est-à-dire que ce qu'on appelle en psychanalyse le principe de réalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des obstacles, il y a des contraintes et nous devons les accepter pour grandir. Ce sont les fameuses castrations ou limitations. Donc, par exemple, je veux quelque chose, il va falloir que je déroule tout un processus pour l'obtenir. Je ne vais pas l'obtenir tout de suite. Et l'idéologie nie complètement cette réalité et entend lui substituer un mensonge. Alors en général, elle est fondée sur un mensonge d'origine, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas le droit d'interroger. Alors là, en l'occurrence, c'est qui a défini que les confinements, c'était bien, sur quelle base, peut-on avoir les informations de départ qui justifient une telle politique, etc., etc. Et on voit bien que ça n'est pas interrogeable. C'est un interdit de penser. Et à partir de là, l'idéologie va se dérouler. Alors, elle est tout le temps en mouvement, l'idéologie, parce qu'il faut maintenir une certaine tension psychologique chez les gens. Donc, il faut qu'elle évolue. Donc là, c'est vraiment la fonction, en l'occurrence, des variants, par exemple. C'est quelque chose en permanence, constante évolution, qui empêche de figer l'idéologie de telle sorte qu'on ne puisse pas l'interroger. Donc, on est tout le temps pris dans ce mouvement perpétuel et c'est la condition de maintien du pouvoir. Alors, ce qui fait la pathologie, c'est bien évidemment le déni de réalité, plus le fait de recréer un discours délirant qui ne correspond pas à la réalité. Le discours délirant, ici, il peut avoir plusieurs visages, mais disons que déjà considérer un virus, sachant que nous sommes constitués d'énormément de virus, comme un ennemi, est déjà en soi assez problématique. Alors, il faut savoir que cette pathologie collective du totalitarisme, en tout cas dans mes travaux, depuis longtemps, correspond à la psychose paranoïaque. Une psychose, c'est du déni de réalité. Et la paranoïa, on sait qu'elle est contagieuse. Elle est contagieuse entre plusieurs individus et elle peut être contagieuse sur des groupes, sur des États. Et on a vu dans l'histoire où ça nous menait. Il faut toujours que cette psychose collective, elle désigne un ennemi. De la même façon, cet ennemi va évoluer, c'est-à-dire qu'on est passé, là encore, dans cette même fonction de maintenir les cerveaux en haleine. On est passé d'un virus ennemi à des personnes ennemis. C'est-à-dire aujourd'hui, ce sont les non-vaccinés qui deviennent des ennemis. Et puis peut-être demain, ça sera encore autre chose. Et on pourrait rajouter à cela que nous sommes aujourd'hui dans une période polyidéologique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs ennemis. Bien sûr que le sanitaire a pris le devant de la scène, mais il y a quand même aussi d'autres ennemis désignés au niveau du terrorisme, au niveau de l'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme, c'est aussi, encore une fois, un néologisme dont on ne sait pas trop ce que ça recouvre, etc. etc. Donc, ce qui fait qu'on est dans une zone de danger assez incroyable parce que vous en avez pour tous les goûts, en fait. Selon les affinités des uns et des autres, on peut choisir son idéologie. Et cette idéologie, elle va, en désignant cet ennemi, scinder le collectif en deux. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont rentrés dans l'idéologie et qui y croient dur comme fer, et puis il y a les autres. Et dans ceux qui sont rentrés dans l'idéologie, la psychose paranoïaque, elle fonctionne toujours à l'idéal. C'est-à-dire qu'il y a toujours un idéal auquel on ne peut que souscrire, l'égalité pour tous, s'agissant de la révolution bolchevique, la santé pour tous. Voilà, c'est un idéal
qui fait consensus. Sauf que ce qui ne fait pas consensus, ce sont les moyens vers lesquels on va arriver vers cet idéal. Est-ce que la santé pour tous justifie le sacrifice d'une partie des citoyens? Ce n'est pas évident. De toute façon, rien en réalité ne justifie le sacrifice d'une partie du collectif. Et ça va aussi avec la psychose paranoïaque et avec le totalitarisme qui considère que les individus ne sont pas des êtres singuliers à part entière parce que si on constate l'expérience du réel, il n'y a pas un individu sur Terre qui ressemble à un autre. C'est-à-dire que nous sommes tous absolument différents, même si nous sommes jumeaux, nous sommes différents, nous sommes frères et sœurs d'une même fratrie, nous sommes différents, parce que nous avons des histoires différentes, parce que nous avons des vécus différents, parce que nous avons un corps différent, parce que nous avons des émotions, des pensées, une alimentation différente. Enfin, il n'y a pas un parcours de vie qui se ressemble. Et c'est ça la diversité de l'humanité, et c'est ça sa richesse. Et c'est dans le respect de cette richesse que réside l'humanité. Le totalitarisme fait la proposition est strictement inverse. C'est-à-dire, nous sommes tous absolument identiques et nous devons être traités de manière identique. D'ailleurs, au prix d'une grande injustice, c'est-à-dire que dans le totalitarisme, la proposition, c'est que nous traitions des situations extrêmement différentes de façon identique. Donc, les enfants vont être mis au même plan que les adultes, les handicapés vont être mis au même plan que des personnes qui ne sont pas handicapées, etc. Donc, il y a cette proposition-là qui opère avec la méthode du totalitarisme. La méthode du totalitarisme, c'est quoi? Pour mettre en place le pouvoir totalitaire, on va utiliser le harcèlement. C'est son outil et c'est ce que j'avais qualifié comme chef-d'œuvre de la paranoïa, c'est-à-dire la maîtrise totale du harcèlement, c'est la paranoïa. Ça nécessite le concours de différents profils psychologiques, notamment les fameux pervers qui, en contexte totalitaire, vont être totalement autorisés à agir et à assouvir leurs différentes pulsions de contrôle, de domination, de sadisme et de cruauté. En gros, c'est à peu près comme cela qu'il me semble que ça fonctionne. Vous parliez en fait d'une partie des gens qui choisissaient d'adhérer en fait à l'idéologie qui leur était présentée, puis une autre qui refusait. Finalement, comment est-ce que vous... Je crois que d'ailleurs dans un de vos articles en fait consacré justement au phénomène totalitaire, vous écrivez qu'à un moment donné, il y a dans le peuple quelque chose qui s'active et qui participe au phénomène de façon complice. Et vous dites aussi à un moment, nous avons les dirigeants que nous méritons, nous avons les dirigeants que nous permettons. Alors comment est-ce que vous expliquez justement le fait qu'une grande part de la population française semble finalement s'être accommodée en fait des mesures restrictives de liberté qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie? Est-ce qu'on peut parler peut-être de servitude volontaire? Ou est-ce que cette crise aussi n'a pas mis en fait en lumière un changement de paradigme au sein de la société où le désir de sécurité, d'ordre et d'autorité, qui était peut-être latent, est devenu là visiblement supérieur au désir de liberté et à l'exercice de la responsabilité individuelle? Je pense que tout ce que vous dites est juste, mais je rajouterais, je ne crois pas que ça se situe au niveau de la volonté. Sur le plan psychologique, que se passe-t-il? Le totalitarisme va fonctionner au harcèlement. Donc, et à la désignation d'un ennemi qui est censé être dit persécuter l'ensemble du corps social, et donc il va falloir rentrer en guerre contre cet ennemi. Et le corps social va être, on va exiger sa mobilisation contre cet ennemi. Cet ennemi peut être visible ou invisible. C'est encore mieux s'il est invisible parce que comme ça, il échappe bien sûr voilà, à la saisie, quoi, hein. Et sur le plan psychique, ça fonctionne très bien. Ensuite, il faut voir que l'évolution, il y a une évolution de la persécution dans le totalitarisme, c'est-à-dire qu'au départ, un ennemi est désigné, cet ennemi évolue, finit par désigner une partie de la population. Et puis après, il y a la phase d'après. Après, c'est l'ensemble de la population qui est désignée comme ennemi avec l'idée de l'ennemi intérieur, invisible, etc. Donc ça fonctionne comme ça parce que c'est la pathologie qui fonctionne comme ça. Donc la question qui nous occupe, c'est comment cette pathologie est-elle contagieuse? Alors, je pense que
il y a un premier point, c'est que le harcèlement exercé sur le psychisme des individus, donc ce harcèlement qui consiste à une mise sous terreur, premièrement, du collectif. Ensuite, il va y avoir des chocs traumatiques réitérés, c'est-à-dire qu'on va envoyer des chocs traumatiques. Qu'est-ce que c'est un choc traumatique? C'est une menace à l'intégrité de soi ou d'autrui. On peut l'envoyer par des images, on peut l'envoyer par une situation de terreur telle que les gens sont sidérés, se disent je vais mourir tout de suite demain, etc. Et ensuite, il faut aussi des passages à l'acte, c'est-à-dire qu'on va agir sur la vie concrète des gens de telle sorte qu'ils perdent complètement leurs repères. À partir de là, on a créé ce qu'on appelle une effraction psychique, c'est-à-dire une sorte de cambriolage de notre vie intime et de notre vie psychique. Et les réactions ne vont pas être les mêmes selon les individus. Comme c'est extrêmement violent, comme ce qui est présenté est une menace à l'intégrité extrêmement violente, alors qu'elle est mise en scène, et on va attribuer cette menace à l'intégrité à autre chose qu'à celui qui la met en scène. On va diriger en fait le coupable, enfin la désignation du coupable, qui veut tuer son chien, l'accuse d'avoir la rage. Donc c'est exactement ça qui va se passer, c'est une manipulation. Et puis dans le même temps, il va y avoir toute une série dans le harcèlement de discours paradoxaux, c'est-à-dire qu'on va dire quelque chose, faire l'inverse. On va dire quelque chose et dire l'inverse dans 2 mois, dans 3 mois, dans 15 jours. Enfin, donc il y a quelque chose qui ne s'inscrit plus du point de vue de la vérité et de la logique, et qui perd également les personnes dans le langage. Et comme c'est une folie, il y a également une nouvelle langue, en fait, qui se met en place. Cela fait partie de la psychose paranoïaque. Donc, ça veut dire qu'on a des néologismes, des nouveaux mots tout à fait non définis, qui peuvent même vouloir dire quelque chose et son contraire en même temps. Donc, tout le monde va y mettre ce qu'il veut. Et à partir du moment où on va accepter cette nouvelle langue, on va rentrer dans cette nouvelle représentation délirante, mensongère du réel. Donc, c'est tout un contexte qui va fragiliser, on va dire, sur le plan psychique les personnes, à la fois sur le plan émotionnel. Et comment est-ce qu'on manipule les personnes sur le plan émotionnel? Par la terreur et par l'empathie. Il faut absolument que ces 2 émotions les plus puissantes, on va dire, pour l'être humain, soient activées. Et ensuite, donc, ces perturbations intellectuelles par la proposition d'une nouvelle langue soient également proposées. Donc, du point de vue des individus, cette effraction traumatique, ce choc, entraîne de facto, et ceci est sans volonté, c'est-à-dire que ça dépasse la capacité de l'individu, c'est malgré lui, il déploie ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Alors, des mécanismes de défense, c'est un nom un peu barbare de la psychopathologie, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va mettre en place des outils pour réussir à gérer la violence d'une situation de laquelle on ne peut pas sortir parce qu'il y a une prise en otage. Donc, on ne peut pas sortir de cette situation. Et c'est une situation de violence qui dure, où je vis des chocs traumatiques réitérés. Je n'y comprends plus rien parce que je suis à la fois complètement brassée au niveau émotionnel et au niveau mental et logique également. Et donc, je mets en place des boucliers, des armures. L'un des boucliers les plus puissants, c'est ce qu'on appelle le déni, c'est-à-dire la réalité, la violence de ces chocs traumatiques n'existe pas. Donc, un deuxième mécanisme, c'est l'oubli. J'oublie ce qui s'est passé. Donc, je peux me remettre dans la situation. Je peux aller revoter pour le même personnage politique qui n'a pas cessé de mentir à la population et on a eu des tas de preuves de ces mensonges. Mais j'ai oublié. Donc, c'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Elle peut être partielle, elle peut être totale. Donc, il y a toute une série. Il y a un autre, par exemple, mécanisme de défense qui est la banalisation. Ah, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Et le c'est pas si grave peut nous entraîner très loin. Donc, à partir de là, il y a cette fermeture pour les personnes. Il faut bien comprendre que ce n'est pas volontaire, c'est-à-dire que si elles voyaient à ce moment-là la violence de ce qui se passe, et sans doute, j'ai envie de dire, de l'intentionnalité de nuire
qui est présente dans ceux qui mettent en scène toute cette situation, ça serait tellement insupportable que leur monde s'effondrerait et probablement elles se désintégreraient sur le plan psychologique. C'est-à-dire soit dans une dépression, des passages à l'acte suicidaire, soit en sombrant elles-mêmes dans quelque chose de fou. Donc c'est une sorte de protection. Et d'ailleurs, les gens disent, mais comment ça se fait qu'un tel ne voit pas et essaye d'argumenter, essaye et en fait, c'est mettre la représentation insupportable sous le nez de la personne, donc ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que ça va être encore plus violent pour la personne, donc elle préfère, c'est pas qu'elle préfère, elle ne peut pas faire autrement. Ne pas voir, ne pas savoir, faire l'autruche, mettre la tête dans le sable, parce que sinon, ça serait beaucoup trop violent. Donc c'est une des parties de l'explication du mécanisme. L'autre partie un peu plus technique, c'est que dans la psychose paranoïaque, il y a probablement un noyau mélancolique, c'est-à-dire quelque chose, la mélancolie, c'est la question du deuil, la question de la perte en général, pas seulement de la mort, mais c'est la représentation de notre propre mort, celle des autres, ce qu'on a perdu, si on a perdu un travail, etc. Et dans la paranoïa, ce noyau est totalement éjecté, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être conçu, ce qui fait que dans la psychose paranoïaque, il y a des délires d'immortalité matérielle, il y a une négation, un déni de sa propre mort et un déni du coup aussi de sa propre naissance. Donc de l'avant, de l'après, il y a une temporalité tout à fait spécifique qui est cyclique et qui ne fonctionne plus du tout avec un avant et un après. Donc on a l'impression de tourner en rond en réalité. Et je pense que ça fait 1 an et demi qu'on tourne en rond. Donc, ce qui se passe, c'est que pour beaucoup de gens, les chocs traumatiques, subir un traumatisme, c'est être entraîné dans un après. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une blessure qui va être très difficile à réparer et qui fait s'effondrer le monde de la personne. On va dire par exemple, si les personnes, elles pensaient qu'elles étaient dirigées par des gentils gouvernants qui voulaient leur bien, c'est plus si sûr, donc ça peut faire s'effondrer complètement leur monde. Et les chocs traumatiques entraînés par le totalitarisme, c'est une perte systématiquement qui nous est proposée. C'est-à-dire là, il y a des gens qui ont carrément perdu leur travail, mais c'est la perte du monde d'avant. D'ailleurs, on nous l'a proposé, on nous a dit c'est la nouvelle normalité. C'est-à-dire que la normalité d'avant n'existera plus. Alors, tout en nous proposant un double discours qui est si vous voulez revenir au monde d'avant, il va falloir faire un, etc. Mais en réalité, ce monde d'avant n'existera plus. Et cette idée peut être absolument insupportable, cette conception de la perte pour le psychisme peut être absolument insoutenable. Et donc, il est, entre guillemets, plus confortable de rentrer dans justement cette séduction qui est si vous voulez revenir au monde d'avant, il n'est pas perdu, revenez, faites ceci, faites cela, etc. Donc, il y a sans doute d'autres mécanismes, ça reste très complexe. Ce dont on s'aperçoit en revanche, c'est que quand les personnes, on va dire, qui à la base sont saines d'esprit, qui ne sont pas folles à la base ni perverses, quand on les sort complètement de la situation à laquelle elles étaient exposées, au harcèlement auquel elles étaient exposées, mais aussi au langage, à cette nouvelle langue auquel elles étaient exposées, elles reprennent leurs esprits. Donc, il y a bien quelque chose qui se fait. Alors, dans le harcèlement, il y a toujours la répétition et la durée. Il faut absolument que ça s'inscrive dans la durée, que ce soit des menaces sur l'intégrité et en même temps que ça soit répété, répété, répété. C'est-à-dire qu'il faut, dans le nœud totalitaire, il faut absolument qu'il y ait une propagande de tous les instants. Vous disiez aussi d'ailleurs dans un de vos textes que certains citoyens qui finalement acceptent le narratif qu'il aurait proposé le font aussi parce que ils pensent être des citoyens obéissants et être épargnés finalement par la machine qui se met en route, les sanctions qui peuvent être définies par le pouvoir politique, en ne faisant pas partie de la catégorie d'individus qui est désignée comme étant déviante, entre guillemets.
mais qu'en fait c'est une erreur et qu'ils finiront eux aussi finalement par être rattrapés et par être inclus tôt ou tard finalement dans cette catégorie de parias. Alors, on le voit à petit niveau dans des îlots totalitaires, dans des entreprises, quand il y a du harcèlement. Il y a toujours la même histoire. Il y a les premiers qui sont désignés. Alors, les premiers qui sont désignés, ce sont, on va dire, ceux qui s'opposent frontalement au harceleur ou à l'équipe de harceleurs, parce que c'est toujours un processus collectif. Ceux-là vont être vite mis sur la touche. Ensuite, ce sont les amis de ceux-là qui vont être mis sur la touche. Mais ensuite, euh, il faut, pour que le régime totalitaire perdure, il lui faut des ennemis. C'est constitutif à sa nature. Donc, une fois qu'il a éliminé ses opposants, euh, il va aller en chercher d'autres. Et c'est très bien décrit par Solzhenitsyn, qui dit bien que tout fonctionne à l'arbitraire et que ce qui crée encore plus de désarroi chez les personnes, c'est qu'elles pensaient avoir été les meilleurs élèves, les plus obéissants, avoir fait ce que les harceleurs demandaient. Et en réalité, elles se retrouvent également prises dans des condamnations, dans des processus extrêmement arbitraires. Et comme elles croient que naïvement qu'elles sont innocentes, elles essayent de faire valoir leur innocence. Mais le régime totalitaire ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas au bien et au mal, si ce n'est pour manipuler. Il ne fonctionne pas à l'innocent ou au coupable, si ce n'est pour désigner tout le monde comme coupable. Donc, il n'y a pas d'ancrage de vérité. C'est très important. Comme dans la psychose paranoïaque, il n'y a pas d'ancrage de vérité. Et comme dans la perversion, il n'y a pas d'ancrage de vérité. C'est-à-dire que le psychisme de la personne ne s'est pas développé jusque-là. Ça, c'est important parce que la question du vrai et du faux et la question juste de l'injuste et la question du bien et du mal, c'est quelque chose qui intervient tardivement dans le développement psychique. Donc, par rapport à ça, c'est une erreur d'interprétation. Le totalitarisme ayant besoin de persécuter pour se légitimer, de toute façon, il faudra qu'il trouve des victimes de sa persécution. Et comme il a également besoin de se maintenir au pouvoir par la terreur, il n'y a rien de tel que l'arbitraire. C'est-à-dire que plus ça va être arbitraire, plus ça lui permettra de se maintenir au pouvoir. On le voit également très bien chez ceux qui ont vécu et qui ont raconté les phénomènes totalitaires, comme Koestler ou comme l'écrivain Yann Baltin que j'étudie en ce moment dans mes ateliers. Eh bien, à un moment donné, il y a dans la psychose paranoïaque quelque chose qui relève de l'autodestruction. Alors, je vais essayer d'expliquer, c'est-à-dire que tout d'abord, le harcèlement mis en place, il n'est pas là pour détruire. Il y a une grande nuance. Il est là pour conduire les victimes à l'autodestruction. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'y a même plus besoin de harceleur. La victime toute seule va s'autodétruire. C'est la raison pour laquelle, quand il y a une mise en place d'un système totalitaire, il y a une explosion des tentatives de suicide et des suicides, parce que c'est le prolongement logique du harcèlement. Mais ce pouvoir totalitaire, il a aussi une logique qui est celle de l'expansion, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour pouvoir survivre, il faut s'étendre, il faut être dans l'expansion territoriale, et en même temps, donc une logique de persécution et de terreur. Et donc ça va, la suite, c'est même, et ça c'est Hannah Arendt qui le dit, une fois que les opposants officiels, enfin ceux qui sont visibles, sont donc liquidés ou réduits au silence, c'est à ce moment-là que la terreur devient encore plus grande et qu'elle va frapper de façon totalement arbitraire l'ensemble des citoyens. Donc, je crois qu'il est totalement illusoire de se croire à l'abri parce qu'on a été le bon élève. Et même, on en a quand même différents exemples, ceux qui ont été les plus loyaux envers ce système totalitaire finissent aussi par être désignés comme ennemis. C'est exactement ce qui s'est passé pour la garde rapprochée de Staline, par exemple. C'était un profil totalement paranoïaque. Donc, au bout d'un moment, il y a quelque chose où, pour prendre une image, mais qui n'est pas si imagée que ça dans la psychose paranoïaque. Nous sommes dans la psychose paranoïaque un corps, tous ensemble, et nous sommes tous les cellules d'un corps.
C'est comme ça donc on est tous collés. Ces cellules, d'ailleurs, sont estimées interchangeables, mais à un moment donné, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe pour l'individu lui-même qui peut être aux prises avec cette psychose. Il peut avoir ce qu'on appelle des interprétations endogènes, c'est-à-dire qu'il a quelque chose qui lui fait mal dans son corps, qui est inconfortable, et il va estimer qu'il y a là une persécution. C'est-à-dire on l'a empoisonné ou il s'est passé quelque chose qui justifie qu'il ne se sent pas bien à cet endroit dans son corps. Donc, en fait, la proposition du régime totalitaire, c'est on va amputer une partie des cellules estimées malades. Mais finalement, comme on n'aura pas résolu le malaise, c'est ensuite l'ensemble du corps qui va être persécuté. Donc ce corps social, il est pris au sens propre, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des cellules que nous sommes qui, à un moment donné, va être persécuté. Et c'est totalement naïf de penser le contraire. Qu'est-ce que cette crise pour vous, en fait, dit aussi de l'évolution de notre rapport à la mort et à la souffrance? On a vu que la peur de la mort et de la souffrance semble être vraiment au cœur de la crise sanitaire, une peur qui engendre en fait aussi une peur de vivre, un désir de sécurité et de protection extrêmement fort. Et d'ailleurs, il y a eu un sondage récemment qui a été fait par l'IFOP aussi en France, qui indiquait que 51% des personnes interrogées sur un échantillon d'à peu près 1000 personnes, 1000 Français, déclaraient ne pas croire en Dieu. Est-ce que cette peur de la mort peut aussi peut-être avoir un lien avec une perte de transcendance, une perte de, pas forcément de religiosité, mais une perte de spiritualité? Oui, tout à fait. Je vais revenir un petit peu sur le plan psychique, c'est-à-dire que ce que propose la psychose paranoïaque et qui est très séduisant, c'est une régression. C'est-à-dire, pour prendre une image, le pouvoir totalitaire nous donne le message qu'il va nous prendre en charge de A à Z dans tous les pans de notre vie. Et cette proposition, en clair, c'est un petit peu comme une maman qui nous dirait, ne t'inquiète pas, reste tranquille, je me charge de tout. Sauf que nous ne sommes pas des enfants pour les adultes et que cette maman n'est pas forcément bienveillante. Donc, cette proposition de régression, elle est là jusque, moi souvent je prends l'image, c'est un pouvoir qui veut nous ramener dans l'utérus et ne veut pas que nous en sortions. Et toute manifestation d'inconfort où il y en a un qui bouge, en fait, sera considérée comme extrêmement menaçante. Donc, c'est cette idée de régression, elle séduit beaucoup de monde parce que c'est difficile de vivre, c'est difficile d'affronter la souffrance de l'existence, c'est difficile d'être responsable, c'est-à-dire d'affronter une cohérence dans ses paroles, de répondre de ses actes, etc. Et qu'à un moment donné, devant les difficultés de l'existence, ça peut être quand même très tentant de répondre, d'acquiescer à cette suggestion de prise en charge totale. Ce qui nous permet d'être responsable, c'est tout ce qui va s'organiser autour de l'autorité. Alors, on va essayer de définir, c'est-à-dire pour que nous ne soyons pas dans la confusion, parce que les gens, quand ils entendent le terme autorité, ils ont l'impression que c'est justement le régime totalitaire. Non, le régime totalitaire, il peut être autoritaire, mais il ne fait pas preuve d'autorité du tout. C'est l'inverse, en fait, l'autoritarisme et l'autorité. Donc, ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Et Hannah Arendt avait écrit un article qui s'appelait La crise de l'autorité, où elle dévoilait déjà ça. C'est-à-dire que ce qui fait autorité, c'est ce qui va nous poser de façon verticale et non pas horizontale, tous collés dans l'utérus. Ce qui nous pose de façon verticale, ça s'acquiert dans l'éducation au terme d'un long processus et notamment d'un passage qui est le fameux complexe d'Oedipe, qui est totalement incompris et fait l'objet d'une ampleur de quiproquo assez effarante. C'est-à-dire qu'il va falloir, je dis souvent qu'il va falloir mettre 4 piliers à la maison. Les 4 piliers à la maison pour que les fondations tiennent, c'est l'interdit du meurtre, l'interdit de l'inceste, la différence des générations et la différence des sexes. Ces 4 piliers vont se construire
petit à petit dans le psychisme de l'enfant. Et ce sont comme 4 castrations fondamentales qui permettent de vivre ensemble. Alors, je vais essayer d'expliquer. L'interdit du meurtre, c'est évidemment ne pas tuer l'autre, mais c'est aussi, par exemple, ne pas le réduire à l'état de paria ou le calomnier, qui est une sorte de meurtre symbolique. C'est-à-dire, je dis souvent, sont l'interdit du meurtre, l'interdit de l'inceste et leur dérivé. C'est-à-dire, leur dérivé, c'est ne pas mettre en situation de mort physique, psychique ou sociale un individu. Ça, c'est ce qui va nous permettre de vivre ensemble. Ensuite, l'interdit de l'inceste, c'est-à-dire on ne touche pas aux enfants. Et donc, pas seulement l'inceste à l'intérieur de la famille, l'inceste aussi en termes d'humanité, c'est-à-dire qu'on ne touche pas, on ne va pas transgresser sexuellement des enfants. Et ensuite, c'est ce qui va nous permettre de vivre ensemble, parce que les enfants, c'est notre futur. Et comme on l'a vu, la question du traumatisme, bon, on a vu ça de façon générale, mais il faut bien se dire que le traumatisme le plus violent, c'est le traumatisme sexuel, et en particulier sur des psychismes qui sont en développement, qui sont totalement fragiles, comme sont les enfants. Ensuite, la question de la différence des générations est fondamentale, puisque ça veut dire qu'il y a un avant et un après. Et dans la psychose paranoïaque, il y a une négation de ça. C'est-à-dire que la psychose paranoïaque, elle propose ce qu'on appelle un auto-engendrement, c'est-à-dire je fais table rase de tout ce qu'il y avait avant. Avant moi, il n'y avait rien, et je suis créateur de tout. C'est pour ça que d'ailleurs, dans tous les totalitarismes, vous avez un effacement de ce qui s'est passé avant, de la culture avant, des savoirs anciens, qui permettrait de mettre en perspective que ce nouveau pouvoir qui nous est proposé n'est pas légitime. Donc, la question de la différence des générations, c'est l'inscription justement de l'autorité, c'est-à-dire que nous avions des ancêtres, ces ancêtres ont créé des œuvres, nous ont cédé un monde que nous avons en héritage et dont nous sommes débiteurs, c'est-à-dire qu'à minima, il va falloir le transmettre à l'identique à nos enfants, mais si on peut l'avoir un petit peu amélioré, ça serait mieux. Mais à minima, le transmettre à l'identique. Donc ça, c'est fondamental également parce que ça inscrit une temporalité. On l'a vu tout à l'heure, la psychose, elle fonctionne en cycle fermé. Donc le temps avant-après, donc on a aussi dans le temps d'avant et d'après la question de l'énigme de la sphinge, quoi, hein, du sphinx, c'est-à-dire nous sommes des êtres mortels. Hein, donc, si nous n'acceptons pas cette temporalité, si nous n'acceptons pas l'idée que nous avons eu des ancêtres qui ont vécu, ont eu des destins et puis sont décédés, que nous leur succédons et que nous aussi, nous allons donc avoir un destin et nous allons mourir, etc., et que nos enfants, etc., eh bien, nous sommes dans la barbarie. Et le quatrième, c'est la différence des sexes, qui est fondamentale parce qu'on sort de la toute-puissance. Et dans la psychose paranoïaque, précisément, c'est nié. C'est-à-dire que dans la psychose paranoïaque, on est tout à la fois. On est homme, femme, père, mère, etc. Tout est confondu et tout est nié de la différence. Et c'est une altérité fondamentale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je m'inscris dans mon identité sexuée, que je ne suis pas l'autre, eh bien, et l'autre est radicalement différent de moi. Et donc, je vais devoir faire tout un chemin d'altérité pour rentrer en relation et partir à la rencontre de cet autre qui est radicalement différent de moi et que je ne serai jamais. Et toutes ces limitations ces 4 piliers de la maison, sont fondamentales pour ensuite passer à une autre phase du développement psychique qui est précisément le stade du développement logique. C'est vrai ou c'est faux. Donc, principe de non-contradiction, une chose ne peut pas être vraie et fausse à la fois, on ne peut pas dire une chose et son contraire à la fois. On voit bien que ça, c'est plutôt respecté. Et c'est ce qui va permettre, cet ancrage de ce principe de non-contradiction, va permettre effectivement l'élaboration du bien et du mal, c'est-à-dire les capacités morales. Donc, quand on parle d'autorité, on parle de tout ça. C'est-à-dire de la capacité, dans mon livre Psychopathologie de l'autorité, je dis à un moment donné qu'elle a une fonction d'origine, d'engendrement et aussi de séparation. C'est-à-dire que l'autorité, c'est ce qui nous permet de sortir de la confusion et de séparer les choses, justement de les discriminer au sens étymologique du terme, c'est-à-dire trier les choses pour pouvoir ensuite les mettre à leur juste place. Et si on n'a pas fait ça, on est dans la maltraitance. Parce que
l'égalité, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Ce n'est pas le même traitement pour tout le monde. Les corps sont différents, les vécus sont différents. Il y a des corps malades, il y a des gens qui préfèrent telle ou telle approche, etc. Donc, on ne peut pas avoir une réponse monolithique pour des individus différents. Et si on n'a pas fait ce travail de séparation, eh bien, on ne peut pas ajuster c'était la différence que faisait Aristote entre l'égalité géométrique et l'égalité arithmétique. C'est-à-dire, arithmétique, on est tous pareils. Donc ça, c'est vraiment la définition du harcèlement aussi. Hein. Le harcèlement, il est né chez Denis de Syracuse, qui a dit que lui, sa manière de faire de la politique, c'était égaliser un champ avec la herse, herceler. C'est-à-dire, on coupe toutes les têtes qui dépassent. Donc, on va traiter tout le monde de la même façon. Or, l'égalité géométrique, c'est précisément plutôt à chacun selon ses besoins, à chacun selon sa différence et ses besoins. Et donc, il est évidemment très paradoxal et très curieux, encore une fois, que c'est dans une société qui hurle à la lutte contre les discriminations et qui ne fait que être dans une injustice fondamentale en n'acceptant pas ces différences. Donc, l'autorité, précisément, c'est transcendant par nature. C'est ce qui va donner de la légitimité au pouvoir. C'est-à-dire que l'autorité, elle ne s'exerce pas dans la contrainte. C'est nous qui allons donner du crédit à une figure. Nous allons lui donner l'autorité qui va légitimer son pouvoir. Si la figure n'a pas cette autorité, elle va devoir exercer son pouvoir dans la contrainte. Donc, on voit bien que c'est l'inverse. Et cette légitimation, elle se fait de façon transcendante, c'est-à-dire il y a une asymétrie. C'est un petit peu l'idée du maître et de l'élève, c'est-à-dire qu'on n'est pas au même niveau. Pourquoi? Parce que le maître, il détient le savoir qu'il va transmettre à l'élève. Si on les met au même niveau, ça veut dire que le savoir n'a plus aucune valeur. Donc, cette question de la transmission, cette question du rapport aux ancêtres, ça fait partie de l'autorité. Et bien évidemment, la question de la transcendance spirituelle aussi. On l'a vu sur la création des valeurs morales, mais c'est également considérer que nous, en tant qu'humanité, nous sommes des êtres absolument caractérisés par la finitude. Nous sommes finis et nous devons intégrer l'idée que nous sommes finis par rapport à un infini. Donc, qui peut être l'idée de Dieu et toute la dimension transcendante. Donc, c'est tout ça qui est contenu dans la question de l'autorité. Et bien évidemment, c'est l'autorité qui permet de faire contrepoids. Alors, quand on interroge des gens, savoir pourquoi eux ne rentrent pas dans la narration délirante, il y a quand même plusieurs points communs à chaque fois. Le premier, c'est un ancrage indéfectible à la question de la vérité. Donc, on voit bien qu'on est passé à cette phase psychique où la vérité a du sens. La vérité, elle n'est pas relative. C'est pas à chacun sa vérité. Non, s'il y a un crime, il s'est passé un crime. On peut discuter des circonstances, mais si quelqu'un a tué une autre personne, ça s'est passé, c'est pas relatif. C'est un fait, c'est un fait d'expérience. Et la vérité, logique, elle ne peut pas contredire l'expérience. Sinon, ça veut dire qu'elle est partie dans une logique folle. La paranoïa, on appelle ça une folie résonante. Hein, c'est-à-dire que c'est l'apparence de la raison, mais c'est fou. C'est fou parce que ça ne correspond plus du tout à la réalité de l'expérience. Donc souvent, les gens se moquent en disant « Oui, quand on se moque quand on parle de bon sens. » Mais le bon sens est fondamental. Un scientifique qui n'a plus de bon sens, il a perdu l'essentiel de ce qui lui permettait d'avoir un ancrage à la réalité. Et parfois, on n'a pas forcément les discours pour justifier de quelque chose, mais le rapport, le retour de terrain, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est par exemple la réalité en 2020, c'est énormément de souffrance dans les populations, une violence sans précédent, des gens qui ont sombré dans la misère la plus extrême, des enfants sans instruction dans de nombreux pays du monde, etc. Donc ça, c'est la réalité. Est-ce qu'à un moment donné, on peut s'asseoir et faire la balance des bénéfices-risques entre la politique qui a été mise en œuvre et ses conséquences? Ça serait un retour de réalité. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait. Et donc, ça, c'est le premier point, la vérité. Et le deuxième point, souvent, ils ont une spiritualité forte
qui leur est personnel, mais aussi un ancrage par rapport à leurs ancêtres, c'est-à-dire à leur généalogie familiale, où ils ont eu des figures qui ont servi de modèles et qui servent encore de modèles pour eux dans leurs actions. C'est-à-dire que nous devons répondre de nos actes quelque part et de nos paroles quelque part vis-à-vis de nos enfants, bien sûr, mais également de nos ascendants. C'est-à-dire ne pas, entre guillemets, les décevoir par rapport à ce que eux-mêmes ont lutté, par exemple, pour nos droits humains. Et je pense que ceux qui n'arrivent plus à s'inscrire dans cette médiatisation par la temporalité sont aujourd'hui des personnes qui sont extrêmement perdues et qui sont dans ce discours du maintenant, de l'immédiateté, d'ailleurs qu'on va rencontrer également dans toutes les pseudo-spiritualités. Les personnes qui n'adhéraient pas au discours présenté, en fait, ont souvent été brocardées, caricaturées, voire même psychiatrisées. Il y a une forme de psychiatrisation aussi, peut-être par rapport aux personnes qui proposaient une autre vision, une autre façon de voir les choses. Du coup, on a beaucoup de divisions aussi. Ça a généré beaucoup de divisions. Pas uniquement entre experts, même si on a vu des divisions sur les plateaux, notamment entre experts du milieu de la santé, mais aussi même dans la population. Euh, quelle peut être l'issue de ces divisions selon vous? Est-ce qu'elles sont irrémédiables? Quelles conséquences elles pourront avoir dans le futur? Est-ce qu'elles portent peut-être aussi les germes d'une forme de violence? Oui, ces divisions, elles sont mises en place, euh, nous on appelle ça en psychopathologie un clivage. C'est-à-dire, alors c'est typique aussi de la psychose, euh, c'est-à-dire que il va y avoir euh, le groupe va se scinder en deux, et donc ça peut être aussi à l'intérieur de soi, un clivage. Et cette rupture va être irrémédiable, c'est-à-dire les gens ne vont plus pouvoir se réconcilier ou s'entendre. D'ailleurs, on le voit très bien, il y a des ruptures au sein des familles, il y a des gens qui se retrouvent dans des positions de vilains petits canards maltraités au sein de leur famille tout seuls parce qu'ils pensent différemment. Il y a des ruptures au niveau des amis, il y a des ruptures au niveau du milieu professionnel, des loisirs, etc. Un pouvoir qui utilise le clivage, c'est-à-dire en clair qui divise pour régner, est un pouvoir malsain. On peut quand même le dire, malsain et dangereux. Parce que un pouvoir, par exemple, des Français est fait plutôt pour faire régner la concorde entre les Français et non pas pour activer des clans au sein de la population. La suite logique, et bon, évidemment, on espère toujours que ça n'arrive pas, c'est l'affrontement de ces camps. C'est-à-dire que l'un rende responsable l'autre et vice-versa de la situation de souffrance dans laquelle en fait tout le monde est. Et c'est précisément le résultat du diviser pour mieux régner, c'est que précisément on n'aille pas chercher l'auteur de la division et que on s'occupe plutôt du résultat de la division, c'est-à-dire qu'on se tape dessus sans se dire mais qu'est-ce qui au fond a fait que nous soyons si divisés alors qu'avant nous étions si proches et nous étions si amis. C'est probablement donc ce qui va se passer et ce qui va être mis en scène par le pouvoir, c'est-à-dire euh, le fait de désigner comme ennemi l'autre partie laquelle va se défendre et va désigner comme ennemi la première partie. Et donc, on va être dans des cycles de violence. C'est extrêmement grave. Il y a un avant et un après de ce clivage. Il y a probablement des familles et des amitiés qui ne s'en remettront jamais. Et c'est extrêmement grave, oui, et dangereux d'avoir mis ça en place. Je vais peut-être ajouter quelque chose, c'est que dans la paranoïa, puisque c'est un délire de persécution, c'est la méfiance de tous contre tous. Ça fait partie donc c'est toujours la question de l'ennemi intérieur, etc. Donc en fait, il y a aussi cette perte de confiance des uns vers les autres et la survenue de cette méfiance de tous contre tous au sein même de la société civile. Et donc certains vont servir le pouvoir totalitaire en croyant que ce service est juste, d'autres ne vont pas le servir et tout le monde va se méfier de tout le monde. Ça aussi, c'est extrêmement grave. Pour revenir à une note peut-être un peu plus positive, vous évoquez aussi dans l'un de vos articles sur le phénomène totalitaire, je crois que c'est le cinquième,
qui s'appelle Quand tout devient fou. Sur votre site, vous parlez de résistance intérieure, de la nécessité de prendre du recul pour nourrir notre âme afin de ne pas nous-mêmes sombrer dans le délire ou la violence, et d'anticiper aussi, vous dites, la reconstruction à partir de nos racines et de notre culture. Alors, comment exercer cette résistance intérieure que vous évoquez? Et quelles sont, d'après vous, les vertus à cultiver pour résister à cette forme de déshumanisation que vous avez décrite et pour retrouver le chemin vers l'harmonie, le sens du sacré? C'est un vaste programme, mais je vais essayer de détailler un petit peu. Ce qui se passe, c'est que, et pour compléter un tout petit peu du coup et faire la transition, la question précédente, c'est que ce clivage va entraîner des phénomènes en miroir de radicalité. Hein, donc les gens vont se radicaliser. Et c'est inévitable. C'est-à-dire que ma conception, elle est un petit peu différente de celle de beaucoup d'autres, c'est que nous ne pouvons pas arrêter un processus totalitaire qui s'est mis en chemin comme il s'est mis. Souvent, les gens oublient qu'il y a une chronologie. Ils disent non, mais on ne peut pas comparer à ceci, à cela, et ils prennent en fait la 15e année d'un ancien régime, la comparant à la première de ce que nous sommes en train de vivre. Donc, il y a une chronologie, et cette chronologie, elle va vers le pire, c'est-à-dire que la paranoïa nous mène vers quoi? C'est l'un ou l'autre, ou les deux, la guerre ou l'autodestruction, ou les deux. Donc, il faut se préparer à ça. Donc, ma conception, c'est que tout seul, on ne sauvera pas l'humanité. On peut essayer. Donc, si on attend que les autres soient au même diapason que nous, on peut attendre longtemps également. Donc, je crois que c'est important de se mettre en chemin tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, selon mon analyse, si on a affaire à une folie, la priorité, c'est essayer de ne pas rentrer dans cette folie. Et vu la violence de ce qui est perfusé au niveau du politique et du coup qui a fonctionné, c'est-à-dire qui a été assimilé par une grande partie de la société civile, ça va être un exploit déjà. De ne pas se laisser entraîner, que ce soit dans la violence ou dans une forme d'autres types de délires. Et quand je parle d'autres délires, il y a des délires en miroir, du délire paranoïaque dominant, qui peut être, par exemple, si on pense très très fort que tout va bien aller, dans 3 mois, c'est fini. C'est un autre délire. Ou les gens qui s'illusionnent en se disant que dans 2 mois, c'est terminé, tout rouvre. Et on les entend depuis 1 an et demi nous dire ça. Hein. Dans 2 mois, c'est terminé, tout rouvre, etc. Donc ça, c'est aussi une autre forme de non-acceptation de la violence de la réalité que nous subissons. Donc, premièrement, il y a une santé mentale à essayer de conserver à un moment donné où tout le monde peut basculer, ou en tout cas une grande partie, dans l'idéologie, ou plusieurs idéologies, ou des idéologies contraires, et essayer de garder une certaine distance. Et ça ne va pas être facile parce que, au départ, ce sont les psychismes les plus vulnérables qui se sont laissés happer. Certains en sont sortis, et il faut le souligner aussi. Il y a des gens qui ont repris leurs esprits et se sont laissés un petit peu avoir au départ, et puis ont cheminé par rapport à ça, d'autres non. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la puissance à la fois de cette violence, hein, de la violence de ce délire, et le fait que de plus en plus de gens risquent d'y rentrer parce que la violence va être de plus en plus grande au niveau de la terreur, ça va entraîner une certaine solitude que certains vivent déjà. Hein. Donc, il faut réussir à tenir dans cette solitude. Je crois qu'il y a un renforcement mental, un renforcement émotionnel à faire, c'est-à-dire si on ne comprend pas tout, par exemple la situation, ce qui est logique parce que tout est fait d'un tissage de mensonges avec quelques vérités, c'est important de prendre une certaine distance et dire bon, ok, ben, je ne comprends pas tout, par contre, je n'ai pas la sensation que ça soit pour mon bien. Et je mets ça en pause
J'arrête aussi d'être en permanence à m'informer, etc., parce que je sens que c'est toxique pour moi. Ça ne veut pas dire se couper du monde, mais ça veut dire avoir un certain respect de sa vie intérieure pour ressentir ce qui est bon pour soi et ce qui nous fait du mal. Parce que nous sommes, encore une fois, soumis à un harcèlement depuis plus de 18 mois. C'est long. Il y a eu des petits moments de pause, mais qui, en fait, ont rendu encore plus cruel le retour de certaines mesures. Et donc, c'est important d'essayer de s'armer sur le plan intérieur pour ne pas basculer soit dans des passages à l'acte, soit dans quelque chose de trop dépressif également, hein, qui peut survenir, soit de se faire avaler dans l'un ou l'autre discours, etc. Donc, je crois que garder de la tempérance, de la mesure et de l'équilibre au quotidien, donc c'est toujours une politique de petits pas du quotidien, c'est très important. Donc ça va impliquer que chacun définisse les stratégies qui sont les siennes pour, malgré tout, ne pas aller trop mal. Donc, ça peut être, voilà, se rencontrer avec des personnes avec qui on peut partager voilà, la même vision du monde. Ça peut être se ressourcer dans des livres qui nous font du bien. Ça peut être, voilà, aller chercher. Je pense que la philosophie a beaucoup, beaucoup d'outils pour nous permettre de survivre moralement dans cette époque. Ça, c'est pour la partie intérieure. Ça peut être tout ce qui nous permet, en fait, malgré tout, de rester dans une certaine, entre guillemets, sérénité. C'est un grand mot, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas lucide sur la situation, mais ça veut dire qu'on ne va pas se laisser trop intoxiquer non plus. Ça, c'est très important. Le deuxième point, de façon plus concrète, il y a mille et une façons de résister aux faits totalitaires. Je crois que Hannah Arendt disait il faut être le grain de sable. Enfin, elle n'employait pas le mot grain de sable, mais ça voulait dire ça, c'est-à-dire qu'en fait, le totalitarisme craignait toute initiative individuelle. En fait, ce qu'il ne veut pas, c'est que nous soyons des individus à part entière. Or, nous sommes des individus à part entière, avec nos histoires, nos destins, nos différences, et c'est notre richesse. Donc, c'est défendre ça, d'abord pour soi-même, et dans le même temps, il y a une partie très importante, je crois, qui est peut-être sous-estimée, qui est que le totalitarisme, encore une fois, veut faire table rase de tout ce qui s'est passé avant dans notre humanité. Et je crois que dans les époques noires qu'a traversé l'humanité, il y a toujours eu, pour ceux en tout cas à qui ça parle, un petit groupe de personnes qui a tenté de sauvegarder précisément ce qui faisait autorité, hein, c'est-à-dire l'histoire, les œuvres, quelque chose du monde d'avant, dont là, il est bien clair que le programme, c'est de le supprimer radicalement. Donc, encore une fois, que ce soit le monde du vivant autour, dont j'en ai parlé tout à l'heure, de ce qui va être, ce qui nous permet de subsister sur cette terre, hein, c'est-à-dire la question des semences, etc., les anciennes semences, mais ça peut être aussi tout simplement la culture. Et quand on entend parler de cancel culture, ça veut dire quoi? Les cultures qui effacent, l'effacement de la culture, c'est l'inverse de la culture. Donc, la culture, précisément, elle n'efface rien du tout, elle conserve. Donc, je crois que ce travail de conservation, à un moment donné où il va s'agir d'annihiler l'ensemble de tout ce qui pourrait nous permettre d'avoir ce fameux contrepoids dans notre héritage du passé, c'est notre contrepoids qui nous fait savoir qu'avant, c'était différent, il y a des choses qui se sont passées, il y a eu des œuvres, il y a eu des langues différentes, etc. Eh bien, ça va être... c'est fondamental, c'est absolument fondamental. Donc, il y a un travail de conservation. On voit bien que dans les idéologies, aujourd'hui aussi, il y a la question, donc j'avais dit que c'était polyidéologique, hein, de la question du phénomène blanc-noir, etc. Donc, il est fort probable que dans les années à venir, nous ayons une persécution des œuvres anciennes
au titre que ça n'a pas été écrit, ça a été écrit par des blancs ou que ça n'emploie pas un langage inclusif. Hein. Donc, il faut aussi penser à ça. Alors, je sais que pour beaucoup, la priorité, c'est de se nourrir. Ce n'est pas... Et donc, il va falloir effectivement penser à s'organiser parce qu'il est bien évident que, et ça fait plus d'un an que je l'écris, qu'il faut s'organiser par rapport à ce qui va être ce qui est déjà dans une grande partie de l'humanité, un harcèlement sur les peuples au niveau de leur subsistance alimentaire. Mais pour ceux qui peuvent, il y a un énorme travail euh, qui est d'essayer de maintenir un flambeau d'héritage sur ce qui vous parle à vous. Parce que ça va être une cible tout à fait claire dans les années à venir. Or, on sait bien que sans instruction, sans enracinement et sans héritage, eh bien, nous sommes totalement malléables et soumis à, sans même s'en apercevoir et sans savoir que ça pourrait exister autrement, à un arbitraire totalement euh, euh, sans limite, voilà, illimité. Donc, c'est à la fois, ma suggestion, c'est euh, si vous ne parvenez pas à vous organiser en groupe, ce qui n'est pas évident, c'est la nature humaine, c'est aussi parce que nous nous laissons autant diviser que le pouvoir totalitaire parvient tout à fait à prendre la main sur les peuples. Eh bien, il y a quand même des choses à faire pour soi-même. Et je pense qu'il y a aussi une question fondamentale. C'est vrai que le totalitarisme, il nous pousse dans nos retranchements pour nous poser certaines questions qu'on ne se poserait pas en temps normal et qui est quelle est la valeur de la vie pour moi, quelle est la valeur de mon existence, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui, pour moi, définit un être humain et l'humanité. Et je pense qu'il est grand temps que chacun puisse se poser ces questions et éventuellement tâcher d'y répondre pour lui-même. Vous avez évoqué tout à l'heure Solzhenitsyn. Est-ce que vous avez aussi peut-être quelques exemples de figures historiques qui pourraient justement nous proposer des leçons inspirantes dont nous pourrions profiter aujourd'hui? Je pense que c'est un... je n'ai pas forcément... Alors bien sûr, dans les figures de résistance, on a celle que Hegel disait être la figure la plus noble de l'humanité, c'est-à-dire Antigone, bien sûr, qui va nous donner, nous rappeler l'existence des lois divines euh, au-delà des caprices et de l'arbitraire des tyrans. Donc, bien sûr que nous pouvons avoir cette figure-là. Nous pouvons aussi nous rappeler euh, tout simplement Socrate, hein, qui ne va pas non plus accepter l'arbitraire et puis va donc le payer de sa vie. Euh, Nous pouvons nous rappeler, je donne un petit peu, mais c'est à chacun de trouver, certainement dans sa famille, chacun peut trouver des figures qui lui parlent, et puis voilà, mais je pense qu'il y a... euh, c'est important d'essayer de se remémorer aussi euh, tous les ancêtres qui peuvent être des anonymes et qui se sont battus pour que nous ayons les droits qui en sont morts dans des révoltes ouvrières du 19e siècle, par exemple. Je pense aussi important de se remémorer la question de l'esclavage et donc qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui, qu'est-ce qui caractérisait le statut d'esclave. Hannah Arendt, elle dit à un moment donné que l'esclave, il peut se vendre au marché, donc il a une valeur marchande. C'est pas sûr que ce qu'on nous propose, ce soit même ça. C'est-à-dire, aurons-nous même une valeur marchande? C'est pas sûr. Donc, c'est pire. Euh, Personnellement, moi, j'aime bien, en termes de figure, j'aime bien Stéphane Zweig. Je trouve que voilà, c'est quelqu'un qui aura fait son devoir d'une certaine façon. Il y en a plein d'autres. Donc, c'est à chacun de trouver ce qui lui parle. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... Dans la mesure où c'est l'initiative individuelle et la créativité individuelle qui euh, ennuie, ennuie
le phénomène totalitaire, c'est important que chacun trouve sa texture d'être et comment il pourrait s'organiser par rapport à ça. Donc, quelles sont les figures qui lui parlent à lui? Voilà, je citais quelques-unes, mais il y en a évidemment plein d'autres. Mais c'est aussi selon les affinités. C'est important à respecter. Si je peux rajouter quelque chose, je crois que l'idée d'une résistance unie est totalement illusoire. Ça fait partie des autres illusions. Et il faut faire attention à cette illusion-là, et parce que déjà dès le départ, on sait très bien que le pouvoir, quand il est vicieux, malsain, ou comme disait Jacques Maritain, d'un machiavélisme absolu, il crée son opposition et il va infiltrer l'opposition, mais dès le départ. Et donc, en fait, il y a déjà un certain nombre de traîtres qui sont déjà là. Et je pense que c'est donc important, encore une fois, de revenir à soi, de faire selon ses convictions et ne pas suivre nécessairement des leaders qui se présentent comme tels, alors que peut-être ils ne le sont pas, ne suivront pas, même peut-être ils y croient de façon totalement sincère, mais ne suivront pas forcément leur mission jusqu'au bout. Et donc, voilà ce que j'aimerais rappeler. Nous, en France, on a la figure de Jean Moulin, il a quand même été trahi par les supposés la supposée résistance unie. Donc, c'est quand même important de toujours avoir cela à l'esprit. On a besoin de cette richesse-là et on a besoin de toute cette diversité, y compris pour résister au phénomène totalitaire. Parce que si c'est une seule résistance unie, c'est très facile de la faire éclater également. Donc, c'est très important d'avoir plein de petits grains de sable partout dans le système qui rappellent tout simplement que l'essence de l'être humain, c'est sa liberté. Sa liberté, elle s'enracine dans sa vie de l'esprit. Sa vie de l'esprit, c'est aussi son intimité, sa pudeur, sa capacité à déployer sa créativité dans le monde. Et tout ceci ne saurait nous être dicté par des fous furieux du contrôle, qui sont d'ailleurs probablement très vides au niveau de leur vie intérieure. Alors pour conclure, en fait, dans son dernier livre, Le Grand Virage de l'Humanité, le physicien Philippe Guillemant explique qu'en fait, on va devoir traverser une période de transition, alors que lui, il qualifie de nuit noire de l'âme de l'humanité, mais que nous nous dirigeons, selon lui, quand même vers un futur beaucoup plus humain et plein d'espoir. Est-ce que vous partagez cette perspective? Est-ce que pour vous, on est dans une période transitoire qui va nous amener finalement vers un futur plus lumineux, plus serein? Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer dans les mois et les années qui viennent? J'ai l'impression que, comment dire, que euh, la perspective proposée par Philippe Guillemot est très gentille pour les gens. C'est quelqu'un, je pense, qui me fait l'effet de quelqu'un d'extrêmement gentil. Euh, et que c'est un espoir qui est donné aux gens qui peuvent en avoir besoin. Je n'ai pas le même caractère. Euh, je suis très gentille aussi, mais j'ai une interrogation par rapport. J'ai un point d'interrogation qui est le suivant. Soit ce que nous traversons est un chaos, enfin, c'est un chaos, ce sera un chaos indescriptible, dans lequel d'ailleurs la nature peut peut-être aussi intervenir jusqu'à s'en mêler avec différents cataclysmes, comme on voit déjà surgir avec les volcans qui sont un petit peu tous en feu, etc. Donc, ce chaos-là, il y a quelle en sera l'issue? Je n'en sais rien. Il y a deux issues possibles. Effectivement, du chaos naît quelque chose de nouveau, bien mieux, parce que finalement, les gens auront appris dans la souffrance, dans le réel de leur souffrance et de leurs expériences. Ils auront
remis des valeurs fondamentales au centre, soit, et c'est une seconde hypothèse qu'on ne peut pas écarter, nous sommes arrivés à un stade d'autodestruction radicale de l'humanité, de laquelle il n'y aura pas d'issue. En tout cas, pas d'issue de l'humanité telle que nous avons pu la connaître, au sens de l'être humain comme un être charitable, un être sacré, qui en tout cas considère le sacré de l'existence et considère l'autre comme un être sacré. Donc, moi, je suis partagée parce que j'ai plutôt la sensation que pour l'instant, on va vers la seconde hypothèse, c'est-à-dire une autodestruction radicale dont peut-être on ne se relèvera pas. Et donc, je suis, on va dire, plus mélancolique certainement que Philippe Guillemot sur ce sujet. Je partage davantage la vision de Günther Anders qui disait, mais il est urgent que l'humanité comprenne qu'elle est maintenant en capacité de s'autodétruire depuis Hiroshima et que en clair, on arrête de jouer à la récréation. On mesure jusqu'où nous sommes allés. Et moi, j'ai la sensation qu'on n'a toujours pas mesuré jusqu'où nous sommes allés. Et là, que nous sommes en train d'aller vers bien pire. Et voilà, donc je pencherais, moi, pour la seconde hypothèse. Ça ne veut pas dire que, pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire notre devoir. Mais je dirais, les actions de résistance, elles peuvent avoir deux fondements. Soit c'est l'espoir, ça peut être ensemble, hein, soit c'est le devoir. Mais si on mise tout sur l'espoir, on oublie encore peut-être la question de notre responsabilité. C'est-à-dire que même si ça ne servait à rien, il faudrait quand même le faire. Voilà. Donc moi, je suis un petit peu plus, pour l'instant, dans cette seconde hypothèse, à trouver affolant. Et c'est vraiment affolant que nous ne soyons pas affolés. Voilà. Sur tous les plans. De la manière dont l'humanité mène son existence, dans la manière dont on peut laisser des pans entiers de l'humanité dans une détresse effroyable, sans s'en préoccuper le moins du monde. Enfin, voilà, donc je suis probablement d'une conclusion plus mélancolique. Voilà. Merci beaucoup pour votre éclairage et cet entretien très intéressant, Ariane Billan. Merci à vous.